Bonjour et bienvenue dans les conversations francs-tireurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la rabbine Delphine Hörwiller qui vient de publier aux éditions Grasset Il n'y a pas de hasard. Nous allons parler d'identité. À tout de suite. Bonjour Delphine Hörwiller. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir dans les conversations francs-tireurs pour ce nouveau livre. Il n'y a pas de hasard, je le montre à la caméra. Monologue contre l'identité. Alors, c'est le sous-titre, Monologue contre l'identité. Alors, quelle est votre définition de l'identité et pourquoi contre ? En fait, ce livre, il est né, mais ça ne va pas vous étonner, d'un constat qui est partagé par beaucoup de gens, qui n'est pas très original, qui est qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont complètement obsédés par leur identité, qui pour eux signifie en général une sorte d'assignation à résidence, choisie ou imposée. Alors c'est vrai dans le discours religieux, c'est encore plus vrai dans le discours religieux fondamentaliste, mais c'est vrai aussi dans plein de discours politiques, à droite comme à gauche, des gens qui sont persuadés qu'ils sont soit vraiment chez eux, ou vraiment qui y sont, déterminés par une couleur, une ethnie, une histoire familiale, une filiation, ou même parfois leur ADN. Et il m'est apparu comme une urgence qu'il fallait proposer un petit pamphlet, d'une certaine manière, humoristique certes, mais un pamphlet quand même politique, pour essayer de penser autrement cette notion assez mortifère. Votre définition de l'identité, quand vous dites en effet mortifère, dans le livre vous dites bien idée morbide, votre définition à vous, si vous deviez en donner une, parce qu'il y en a 1000, on a l'impression. Il y a 1000 définitions, comme il y a 1000 identités en nous. En fait, moi j'utilise souvent cette image du millefeuille, mais en fait si je devais maintenant me définir, je pourrais me définir de 1000 manières, comme quelqu'un qui vit à Paris, mais qui a longtemps vécu à l'étranger, qui a des enfants, qui grandissent, qui est né en province, qui a vécu ici, là, qui parle différentes langues, qui a dans sa vie une identité juive, une identité française, une identité européenne. Donc pour moi, en fait, l'identité, ça se conjugue toujours comme un etc., comme un trois petits points. Et puis pour moi, la vraie définition, entre guillemets, de l'identité, c'est qu'on n'a jamais fini de se raconter. En fait, et c'est là tout le paradoxe, c'est d'une certaine manière, il me semble que l'identité, c'est un mot qui est mal nommé, parce que quand on dit identité, on entend identique, comme si l'identité, c'était tout ce qui en nous allait rester identique tout au long de l'existence. Alors qu'en fait, notre identité, elle est toujours mouvante. Pour moi, c'est une façon de faire avec sa naissance, de faire avec son histoire, de faire parfois avec les deuils, avec la douleur, avec les espoirs, les rêves déçus, etc. C'est comment est-ce qu'on compose en permanence comme une palette avec ce qui nous a été donné. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent que l'identité, c'est le contraire. En fait, c'est dû une fois pour toutes, qu'on a fini de parler, on a fini de dire, on n'a plus à se réinventer, on est ce qu'on ressent, ou alors on est ce que nos parents ont décrété pour nous. Oui. Tout à fait. C'est une injonction. Oui, c'est une injonction. Du coup, c'est l'inverse de la liberté. Oui, puis c'est une façon aussi de se rassurer. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui nous est imposé. Il y a des gens qui considèrent que leur identité, elle est tout à fait choisie, que c'est un choix souverain, libre. Mais en réalité, à partir du moment où ils nous enferment, où c'est le contraire d'une émancipation, il est difficile de dire qu'ils soient complètement libres. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'y accrochent comme quelque chose de rassurant. Parce que c'est vrai, et il ne faudrait pas être naïf et ne pas le dire, on est dans un moment où la peur est là tout autour de nous, la peur de l'inconnu, la peur aussi de menaces tout à fait réelles et légitimes, des inquiétudes légitimes. Mais en fait, cette peur, elle peut nous pousser à avoir peur de tout changement, à nous raccrocher à quelque chose qui serait déjà bien connu, déjà bien énoncé. Et en fait, c'est problématique parce que ça ne permet pas de se réinventer. Du tout. Voilà. Le propre d'une crise, c'est que ça nous plaise ou non, on va devoir se réinventer. Et si on s'accroche comme ça solidement à nos ceintures de sécurité identitaire, en fait, on n'est pas du tout armé pour le faire. On ne s'y prépare pas. Et puis ça devient une obsession, on tourne en boucle. Intellectuellement, c'est compliqué. Il y a des 5 petites phrases très sympas, page 67, que j'aime beaucoup, je voudrais lire, qui résument bien ce que vous venez de nous dire. Tu as un problème d'antisémitisme, tu te connectes à un réseau juif. On te fait une réflexion misogyne, organise une réunion non mixte. Tu es victime de racisme, rejoins vite un club racisé le plus proche de chez toi. Tu veux traduire un livre, assure-toi que tu partages scrupuleusement les traumatismes de l'auteur, sinon tu t'abstiens, capiche. Donc je trouve ça assez drôle parce que ça définit bien cette obsession actuelle. Oui, alors bien entendu, le personnage qui parle, c'est un personnage que j'ai inventé, qui n'est pas tout à fait moi, qui est un personnage plus en colère, je crois, ou exaspéré que je le suis, un personnage qui s'appelle Abraham Ajar. Et lui, il dénonce effectivement ce qui se passe aujourd'hui, le fait que on assiste tous à ça, et on l'a vu ces dernières années, on est dans un moment où il faudrait, soi-disant, en tout cas selon certains, être juif pour comprendre ou lutter contre l'antisémitisme, être gay pour lutter contre l'homophobie, faire partie de telle ou telle minorité pour lutter contre la discrimination.
Ou alors, et c'est l'objet de ces histoires de traduction, on l'a vu, on suggère aujourd'hui dans le monde de l'édition ou dans le monde du show business qu'il faut être quelque chose pour jouer quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faudrait être homosexuel pour jouer un rôle d'homosexuel, suffisamment noir de couleur de peau pour jouer une actrice noire, sinon ça pose problème. Que le traducteur d'une œuvre, ça c'est encore plus incroyable à entendre aujourd'hui, que le traducteur d'une œuvre devrait partager le récit identitaire ou ethnique de la personne qui a écrit. Et c'est vraiment problématique. C'est problématique parce que ça remet en question, on va dire, une certaine possibilité que donne notre civilisation, et depuis assez longtemps, dans la création, qu'elle soit littéraire ou artistique, de se glisser dans la peau d'un autre. Oui. C'est un sujet compliqué en fait à aborder sans naïveté, parce qu'on comprend d'où viennent ces problématiques. On comprend que nous vivons dans un monde qui est loin d'être idéal, où il y a eu des discriminations, et où certaines personnes ont pendant longtemps été éclipsées, inaudibles, des minorités notamment. Et il est tout à fait non seulement normal, mais légitime et essentiel qu'on redonne leur voix et leur visage et leur visibilité à toutes ces minorités, à tous ces gens qu'on a éclipsés. Bien sûr. Mais c'est pas possible que le retour sur la scène de ces minorités, que le micro qu'on tend vers eux, que la voix qu'on leur donne, et tant mieux, s'accompagne d'une censure plus généralisée. Oui, c'est pas possible qu'il faille être quelque chose pour mener un combat. Parce qu'à ce moment-là, en fait, au nom de cette visibilité, on enferme chacun encore un peu plus à l'intérieur des 4 murs de sa peau. Oui, complètement. Et ça évite tout esprit fédérateur et de communion et de vivre ensemble de façon réelle. Et justement, Abraham Ajar, que vous avez inventé, donc le fils d'Émile Ajar, qui lui-même déjà est une fiction inventée par Romain Gary. Il y a aussi dans ce livre cette phrase qui est un certificat d'inexistence accroché au mur, vous le dites très bien. Alors faut-il être quelqu'un d'autre pour être soi? En tout cas, c'était le pari qu'a fait Romain Gary, qui déjà écrivait en tant que Romain Gary sous pseudo, puisque ce n'est pas son vrai nom. Il est né Roman Katchev, il écrit notamment sous le nom de Romain Gary, et puis ensuite il invente un autre personnage. Et effectivement, Romain Gary, dans son œuvre, n'arrête pas de dire « je ne suis pas que ce que vous croyez que je suis, et je ne suis même pas que ce que je crois être moi-même ». Il existe pour nous une possibilité de réinvention. Mais ça implique, alors j'ai repris les termes de Gary et d'Ajar pour les développer, lui il appelle ça un certificat d'inexistence accroché sur les murs de nos vies. Il dit que c'est le plus beau cadeau qui soit dans la vie d'avoir un certificat d'inexistence. Alors bien entendu, c'est de l'humour absurde, mais ça veut dire qu'il faut se méfier de tous les moments dans la vie où on est tellement sûr d'exister, c'est-à-dire d'avoir un lieu ancré, d'être arrivé une fois pour toutes, d'avoir cette identité figée, parce qu'elle nous empêche de nous imaginer autres. En fait, c'est comme si elle avait clos une fois pour toutes nos possibilités d'être. Alors effectivement, j'ai voulu creuser un peu plus loin. Moi, je suis allée creuser, bien sûr, du côté de la pensée juive, de la philosophie juive, parce que c'est mon domaine, on va dire, d'expertise. Bien sûr, il y a un regard talmudique très fort. Oui, j'ai essayé de creuser dans le Talmud et aussi de prendre des éléments de mystique juif, de Kabbale, pour les proposer à un plus grand public, pour leur faire livrer un message universel. Mais je crois qu'on aurait pu trouver ça, et qu'on peut trouver ça, dans toutes les autres traditions, qu'elles soient religieuses ou pas. Il y a énormément de philosophie dans nos traditions respectives qui nous invitent à ne pas finir de dire qui on est, à essayer de nous percevoir comme étant toujours en chemin. En chemin, oui. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le personnage s'appelle Abraham. Abraham, j'allais vous dire pourquoi il s'appelle Abraham. Et aussi l'idée de l'autre en hébreu, aussi, ça m'intéresse, cette notion. En fait, il s'appelle Abraham parce que c'est un petit clin d'œil au personnage biblique d'Abraham. Tout le monde ne connaît pas son histoire, même si c'est une des stars de la Bible, Abraham, d'une certaine manière. Abraham, il est connu parce que c'est le père des 3 monothéismes. On dit souvent que les religieux monothéistes sont des enfants d'Abraham. Mais Abraham, ce qui est troublant, c'est que quand on lit son histoire dans la Bible, on se rend compte qu'il est connu pour un épisode particulièrement, pour le fait qu'il entend un jour un appel où Dieu lui dit « Quitte la maison de ton père et mets-toi en route vers un autre lieu ». Et c'est assez troublant, paradoxal et presque humoristique, à mon sens, de se dire que les croyants des 3 religions monothéistes se choisissent comme père quelqu'un qui a quitté le sien. On s'est choisi comme père quelqu'un qui a envoyé bouler le monde paternel, le monde de ses origines. Et dès lors, c'est comme une invitation pour chacun d'entre nous à nous poser une question basique. Est-ce qu'on est fidèle à Abraham quand on ne change rien à la tradition, quand on reste bien à la maison, là où on est né, ou alors est-ce qu'on lui est encore plus fidèle quand on quitte la maison et quand nous aussi, on considère qu'on doit se mettre en chemin, répondre à un appel qui nous emmène ailleurs. Et je trouve que ça changerait beaucoup de choses si les gens avaient l'impression d'être fidèles à leur tradition
en la bousculant un peu. Exactement. Pour ça, il faudrait les connaître de cette façon-là. C'est pour ça que c'est intéressant de vous lire, parce qu'on sort des sentiers battus, des fausses croyances par rapport aux histoires aussi importantes que celle d'Abraham. Qui est Romain Gary pour vous? Est-ce que c'est un jeu de dupes, un homme génial ou un secret? C'est sans doute un peu tout ça. Romain Gary, c'est surtout pour moi une sorte de fantôme dans ma vie. Alors, pas un fantôme comme on les imagine, je sais pas, Casper, ou un fantôme caché dans un placard ou dans une armoire. C'est une espèce de présence qui m'accompagne depuis toujours. Je trouve qu'il a eu une vie extrêmement inspirante. Il s'est réinventé contraint et forcé à plein de moments de sa vie. Il a survécu à 1000 choses, aux espoirs un peu fous de sa mère, à 2 conflits mondiaux, à ses combats dans la résistance. Il s'est réinventé sous un nom et puis sous un autre. Et en fait, pour moi, Romain Gary, c'est l'image par excellence du survivant. Du survivant tel qu'on l'entend, c'est-à-dire quelqu'un qui va tromper la mort à plein de moments de sa vie, mais aussi quelqu'un qui survit en 2 mots, c'est-à-dire qui s'efforce de faire de sa vie quelque chose de plus grand que sa vie. Quelqu'un qui veut être dans une survie, dans un plus grand que l'existence. Et je trouve que non seulement c'est une source d'inspiration pour moi, mais je crois pour beaucoup de gens aujourd'hui qui aspirent à faire quelque chose de leur vie, peut-être un plus grand que ce qui était écrit, de ce qui était présupposé au départ. Et puis j'ai la conviction qu'il détient une clé politique pour notre génération. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, parce que finalement, il est assez politique, ce livre, qui s'inscrive dans un des débats politiques du moment. Et moi, j'ai la conviction que Gary détient une clé face à beaucoup de choses qui nous étouffent un peu, aujourd'hui, qui nous font manquer d'oxygène. Il est un peu avant-gardiste, même très avant-gardiste sur plein de sujets. Dans les années 60 et 70, il écrit sur l'environnement et sur le féminisme. Il écrit des livres sur, entre guillemets, une sorte de proto-wokisme, entre multiples guillemets, notamment Chien blanc, d'autres livres qui, en fait, devancent tout plein de sur problématiques. Sur la masculinité aussi, au-delà de l'identité. Limite, le ticket n'est plus... Exactement, non, c'est vrai que c'était quelqu'un de très ancré dans son époque et un peu en avance. Et on a en commun, au-delà de notre année de naissance, on a en commun l'amour d'un film aussi qui s'appelle Yentl. Et j'ai eu envie de vous en parler lors de cette interview, parce que je trouve qu'il y a un lien direct aussi avec l'idée de l'identité. Vous pouvez nous pitcher rapidement le film de Yentl avec Barbara Streisand? Alors, ce film, il est sorti quand on était toute petite, quand même. On devait avoir 9-10 ans au moment de la sortie de Yentl. Mais je suis heureuse de croiser aujourd'hui des gens pour qui il a eu la même influence. Yentl, c'est joué magnifiquement par Barbara Streisand, mais c'est inspiré d'un livre de Isaac Bashevis Singer, d'une vieille légende, un vieux conte, qui dit qu'une femme nommée Yentl, passionnée par l'étude du Talmud, mais vivant dans un monde ancien où aucune femme ne pouvait avoir accès au texte et à l'étude, s'est déguisée en homme pour intégrer le monde de la yeshiva, de la maison d'études, et devenir un sage, un maître, un érudit. Donc ça raconte très 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 bien ce film. Alors bien sûr, il y a une histoire d'amour dedans, extrêmement subversive, parce que ça interroge le genre. En fait, il y a une attraction entre un autre étudiant et elle, lui, qu'en fait, il y a une problématique de pronoms et de genre, qui est là aussi très en avance sur son époque. Mais ce film, il est fascinant parce qu'il est lui aussi avant-gardiste, mais il pose une question toujours pertinente et qui, je le crains, le reste encore pour très longtemps, qui est la question de l'accès des femmes au savoir. On le sait, les religions, dans leur voie conservatrice, orthodoxe, interdisent aux femmes d'accéder au savoir. Pourquoi ? Parce que accéder au savoir, c'est toujours accéder au pouvoir. Et si vous tenez les femmes loin du savoir, vous les tenez loin du pouvoir. Et chacun reste bien à sa place. Alors bien sûr, ce discours, il est toujours enveloppé dans toutes les orthodoxies du monde, d'un discours politiquement correct qu'on pourrait qualifier de tel, apologétique, on dirait, avec un terme un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on dit qu'on met les femmes à une position qu'on encense. Alors on va dire à quel point les femmes sont grandes par leur capacité à éduquer les enfants, à tenir un foyer, à être de bonnes épouses ou de bonnes mères ou que sais-je encore. Mais ce discours élégant et raffiné sert toujours à un peu mieux enfermer les femmes et le féminin dans une petite boîte, dans un endroit où finalement elles seront privées de l'accès au savoir, à l'étude ou à l'esprit. Les femmes, elles ont toujours menacé les systèmes religieux ou les systèmes figés.
soit par leur corps, soit par leur chevelure, soit par leur voix, soit par leur savoir. C'est toujours la même histoire et c'est extrêmement difficile pour une société de s'émanciper du poids de ces traditions finalement qui portent la trace effectivement que ça nous plaise ou non du patriarcat et d'une certaine misogynie. Totalement. Et il y a une scène assez incroyable où on la voit se bander les seins à maintes reprises pour essayer justement d'effacer sa féminité pour devenir quelqu'un d'autre et pour pouvoir apprendre et accéder au savoir. Donc c'est pour ça que ça me faisait aussi penser à l'identité. Et toutes ces conversations qu'on a aujourd'hui sur l'identité, qui parfois, vous l'avez très bien dit, nous enferment, est-ce que paradoxalement, ça ne permet pas aussi d'avoir un débat public plus ouvert, par exemple sur la transidentité, quelque chose qu'on arrive aujourd'hui à nommer et à dire? Oui, on a vraiment la chance de vivre dans ce temps de société où les paroles se libèrent. Parce que voilà, je ne voudrais pas être mal comprise quand je me moque un peu ou quand ce personnage se moque avec exaspération de façon un peu caricaturale de tous ces sujets d'appropriation culturelle, etc., d'identité, de politique de l'identité. Il faut quand même reconnaître qu'on vit dans un temps, j'ai envie d'utiliser un terme religieux, de bénédiction. Aujourd'hui, les paroles se sont libérées, des paroles de femmes, des paroles de minorités sexuelles, des réflexions sur effectivement des identités trans, la transidentité, pas seulement d'ailleurs de genre ou de sexualité, une transidentité parfois de la possibilité de se mettre en chemin et de ne pas avoir dit le dernier mot de qui on est ou qui on pourrait être. C'est la chance de notre génération. Mais comme toute révolution et comme toute chance générationnelle, je crois qu'elle s'accompagne d'un certain devoir de responsabilité, de penser où pourraient mener certaines dérives, bien entendu, et aussi de penser une forme d'endettement vis-à-vis des générations passées. Ça, c'est un discours pas très politiquement correct de parler de ça aujourd'hui, mais je pense qu'il faut pouvoir le dire. On assiste à un moment de tension extrême entre les générations, de façon caricaturale, entre les boomers et la génération Z, qu'on appelle comme ça. On a l'impression qu'on ne se comprend plus, que finalement on tire l'un vers l'autre avec le sentiment que l'autre nous a perdus, nous a conduits à la catastrophe ou nous conduit à la catastrophe. Et cette tension intergénérationnelle, elle est très mortifère pour la société de demain. Alors moi, je trouve formidable qu'on puisse mener une critique vis-à-vis de nos héritages, que la nouvelle génération puisse dire qu'elle ne veut pas reproduire à l'identique quelque chose. Elle peut critiquer, et c'est même sain de critiquer ce qui nous a été transmis, mais à condition aussi de reconnaître ce qu'on doit à ce qui nous a été transmis. C'est-à-dire de nous inscrire dans ce que moi j'appellerais une dette critique. C'est-à-dire la reconnaissance qu'on doit quelque chose au monde qui nous a donné naissance, mais qu'on doit aussi être capable d'exprimer une certaine critique et émancipation. Et pour moi, c'est vraiment la chance de notre génération de se trouver à ce moment charnière où en fait on interroge nos identités, on les renouvelle, on les réinvente tout en sachant de quelle manière notre chemin est aussi une forme de continuité par rapport au monde d'hier. Oui, c'est vraiment l'idée du chemin. Il y a beaucoup d'oralité dans le livre. Et la preuve, c'est qu'il est joué en ce moment au théâtre et qu'à partir du 13 décembre, il pourra être joué au Théâtre du Rond-Point. Est-ce qu'il a été écrit dans ce sens ? Oui, absolument. En fait, je l'ai écrit vraiment pour qu'il soit interprété dans tous les sens du terme, qu'il soit interprété par le lecteur, qui va forcément l'emmener ailleurs. Et c'est la force d'un livre, souvent, c'est que vous ne savez pas comment les gens vont s'en emparer, comment ils vont interpréter votre texte. Mais je l'ai aussi écrit pour qu'il soit interprété au théâtre. Alors, au départ, j'avais en tête qu'un comédien s'en emparerait. Et puis, finalement, c'est une comédienne à qui j'ai confié ce texte, justement parce que c'est un texte sur le questionnement de l'identité. Il me paraissait beaucoup plus puissant qu'un personnage d'homme soit joué et interprété par une femme, par une comédienne, qui d'ailleurs est extraordinaire. Johanna Nizar joue le rôle d'Abraham. La pièce est mise en scène par elle et par Arnaud Aldiger. J'ai été totalement bluffée. Moi, je n'ai pas participé à la mise en scène, mais j'ai été bluffée de voir ce qu'ils avaient réussi à faire à partir du texte. De quelle manière est-ce qu'un texte qu'on écrit est soudain emmené ailleurs sur scène et ne vous appartient plus, n'appartient plus du tout à l'auteur. Voilà, la mise en scène l'a emmené complètement ailleurs. Pour moi, c'est un exercice, c'est vrai, nouveau, parce que j'ai écrit des essais, j'ai écrit des livres de témoignages, mais c'était important pour moi d'explorer une forme théâtrale
qui a tout à voir avec ce sujet qui m'est si cher de l'interprétation. Bien sûr. Dernière question, il y a actuellement, nous sommes le 23 novembre, actuellement en salle le nouveau film de Gad Elmaleh, dans lequel vous avez un petit rôle pareil. Quel souvenir vous gardez de cette expérience? Reste un peu. Alors, Gad Elmaleh m'a proposé de jouer mon propre rôle pendant quelques minutes, mais mes conditions, quand j'ai accepté, on en a beaucoup parlé avec Gad, c'est que je lui ai dit j'accepte, mais à condition de ne pas avoir de texte préécrit. On joue cette scène pour de vrai, c'est-à-dire tu viens me voir et je te réponds exactement comme je t'aurais répondu comme rabbin dans la vie. Donc je joue mon propre rôle, ce qui est assez facile à faire. Le film de Gad est intéressant parce qu'il croise de bien des manières mes thématiques. Évidemment, c'est une réflexion sur l'identité, sur le changement d'identité. C'est une réflexion sur le rapport à nos origines, à nos parents, à notre filiation. Est-ce qu'on peut sortir de notre filiation? Est-ce qu'on peut sortir de notre naissance, de ce qui semblait préécrit? Donc en fait, c'est une bonne façon de dialoguer entre le cinéma, la littérature et le théâtre autour de ces sujets qui sont tellement politiquement chargés aujourd'hui. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions et rendez-vous très bientôt, alors à l'écrit, sur scène, au cinéma. Et en tout cas, voilà, c'était un moment très intéressant et important pour notre époque de vous lire. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.